Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde des fleurs et de leurs organes reproducteurs. Nous allons explorer ensemble les étamines, qui représentent les organes reproducteurs mâles, et le pistil, l'organe reproducteur femelle. Je vais vous expliquer leur structure, leur fonction et leur rôle essentiel dans la reproduction des plantes. Préparez-vous à découvrir la beauté et la complexité de la reproduction florale. C'est parti! Les fleurs sont le plus souvent hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles possèdent des organes reproducteurs mâles, les étamines libèrent le pollen, et femelles, le pistil reçoit le pollen. Goethe, 1749 à 1832, le célèbre poète et philosophe, était très inspiré par le traité de philosophie botanique du naturaliste. Carl von Linné qui était, selon ses propres écrits, son sujet d'étude quotidien. Il observa attentivement les plantes, les fleurs en particulier. L'auteur des Souffrances du jeune Werther interpréta la transformation progressive des pièces d'un type, par exemple les sépales, en piste d'un autre type, les pétales, ou encore les pétales en étamines, etc. Une variété de tulipes avec 6 tépales, nom donne aux organes du périanthe lorsqu'on ne peut pas distinguer pétales et sépales. Georges Barriot, CC BY-NC 3.0 Géode décrivit également la nature foliacée du style et du pistil. Pour lui, l'organe type du végétal était la feuille. Il décrivit ainsi la métamorphose des plantes, dans une célèbre théorie publiée en 1790. L'essai de Goethe reçut un accueil glacial venant de la plupart des botanistes. Personne, écrivit-il, ne voulait comprendre l'union intime de la poésie et de la science. L'observation de Goethe, longtemps restée anecdotique, revint sur le devant de la scène 2 siècles plus tard avec les travaux de plusieurs équipes et l'utilisation de l'arabette des dames, Arabidopsis thaliana, espèce modèle en biologie du développement. Une autre variété horticole dite double avec de nombreux pétales. Christian Dumas, tout droit réservé la fleur, les gènes et les mutations homéotiques. La plupart des transformations visibles chez les différents mutants floraux décrits impliquent des mutations homéotiques. De telles mutations ne sont pas sans rappeler celles observées précédemment chez la mouche drosophile, en ce qui la concerne. Une antenne peut par exemple être remplacée par une patte. Leurs travaux sur les gènes homéotiques ont valu à l'américain Edward B. Lewis, l'allemande Christiane Nueslin-Vollard et l'américain d'origine suisse Eric F. Viechot un prix Nobel de médecine en 1995. Il aura ainsi fallu attendre 2 siècles pour que des chercheurs réexaminent la question soulevée par Goethe en exploitant une série de mutants où l'identité des organes produits par le méristème floral est modifiée. Un pétale en train de se transformer en étamine, illustrant une transformation homéotique. Christian Dumas, tout droit réservé 3 groupes de gènes dits A, B et C sont impliqués dans les mutations homéotiques. Dans un article publié en 1991, The War of the World, la guerre des verticiles, allusion au fameux livre de H. G. Wells, La guerre des mondes, Cohen et Meyerowitz supposent la présence de 3 types de régulateurs, les gènes A, B et C. En appliquant des règles simples, la plante utilise ces 3 types pour obtenir les différents organes, si A est seul présent. Le verticille produit des sépales, si A et B sont présents ensemble, le verticille produit des pétales, si B et C sont présents ensemble.
Le verticille produit des étamines, si C est seul présent. Le verticille produit des carpelles, A et B s'inhibent mutuellement et ne peuvent donc jamais fonctionner ensemble. En jouant avec ces 5 règles de base, les plantes ont généré toutes sortes de fleurs. Pétales, étamines, carpelles ou sépales? Cependant, comme souvent en science, la réalité est plus complexe et, depuis, d'autres règles se sont ajoutées à ces principes de base. On a notamment identifié des gènes impliqués dans la formation des ovules. Et, en 2000, la découverte et l'analyse de nouveaux mutants entraînant une perte des fonctions A, B et C permirent de montrer que les gènes correspondants représentent une autre classe de gènes homéotiques, nommés. Ainsi, pour faire un pétale, il est nécessaire d'avoir la combinaison A plus B plus E. Pour faire une étamine, il est nécessaire d'avoir la combinaison B plus C plus E. Pour faire une carpelle, il est nécessaire d'avoir la combinaison C plus E. Un quatrième mutant analyse plus récemment, CEP4, permet même de revenir chez le quadruple mutant au niveau basal, c'est-à-dire au stade feuille, point central de la théorie de Goethe. Cela pourrait argumenter, selon une chanson célèbre de Guy Béard, que le poète a dit la vérité. En conclusion, la fleur, en tant qu'organe reproducteur des plantes, joue un rôle essentiel dans la reproduction grâce à ses structures spécifiques. Les étamines, avec leurs anthères et leurs filets, sont responsables de la production de pollen, tandis que le pistil, compose du stigmate, du style et de l'ovaire, accueille et fertilise les ovules. Cette complémentarité entre les organes mâles et femelles est fondamentale pour assurer la diversité génétique et la pérennité des espèces végétales. Comprendre ces mécanismes nous permet d'apprécier davantage la beauté et la complexité du monde végétal. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations botaniques.